L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 11 mai 2020. Un pourcentage de guérison, 77,5 % de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. 70,11 % des écoliers de la commission scolaire de Côte-du-Sud retourneront aujourd'hui en classe. L'ouverture du camping Pointe-aux-Oies reportée au 1er juin. Internet et cellulaire 2021, Bernard Généreux demande des résultats au gouvernement. L'écocentre du Golfe est de nouveau ouvert et une nouvelle tarification est en vigueur pour les résidents de Montmagny. Sainte-Claire, 300 employés mis à pied chez Prévocard. Les dépenses des députés seront divulguées et enfin, un retour en classe sur fond d'inquiétude. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs, et bon début de semaine. En date du 10 mai, voici les principaux éléments liés avec la situation de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Le nombre de cas confirmés à la COVID-19 est de 427. 7 personnes sont hospitalisées, dont 3 aux soins intensifs en Chaudière-Appalaches. Pour la région, nous comptons 331 personnes rétablies pour un pourcentage de guérison de 77,5 % et toujours 8 décès confirmés. Pour la MRC de Montmagny, il y a toujours 6 cas. Pour celle de Lillet, il y a encore moins de 5 cas. Cependant, pour la MRC des Hauts-de-Chemin, il y a désormais 6 cas de comptabilisés. Et voici maintenant la situation au manoir Liverpool. Aucun nouveau cas confirmé. On dénombre 30 cas confirmés parmi les résidents de cette résidence pour personnes âgées et 14 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé de l'établissement. Selon un document obtenu par le service des communications de la commission scolaire de Côte-du-Sud, 70,11 % des écoliers de territoire retourneront en classe ce lundi 11 mai. Bien que le retour à l'école ne soit pas obligatoire en raison de la pandémie de la COVID-19, un peu moins de 30 % des élèves demeureront à la maison selon la volonté de leurs parents. Qui plus est, pour les enfants retournant sur les bancs d'école, il n'y aura pas de cours d'éducation physique ainsi que de cours d'anglais, et ce, avec des classes de 15 élèves au maximum. Par ailleurs, le pourcentage des enfants inscrits pour le retour en classe pour le secteur Est ou pour le secteur est supérieur à la moyenne québécoise, puisque celle-ci, selon la Fédération des commissions scolaires du Québec, est de 60 %. Notons également que pour le territoire desservi par la commission scolaire de Côte-du-Sud, seulement 5 écoles sont à moins de 60 % d'inscription. Il s'agit de l'école aux 80 de Saint-Malachie, avec 57 élèves sur 98, pour un pourcentage de 58,16 de l'école Bellevue d'Arma, avec 49 élèves inscrits sur 99, soit 49,49 %,
de l'École Beaubien de Montmagny, avec 137 inscriptions sur 244, soit 56,15 et de l'École Saint-Nicolas de Montmagny, avec 78 inscriptions sur 134 écoliers, soit 58,21 et l'École Chanoine-Ferland, qui compte 52 élèves inscrits sur 96 pour un pourcentage total de 54,17 En plus des classes avec un maximum de 15 élèves, les trajets d'autobus seront également chambardés par les nouvelles règles d'hygiène imposées par Québec. En effet, chaque autobus ne pourra contenir plus de 12 élèves à la fois en raison de l'obligation de respecter une distance de 2 mètres entre les enfants, ce qui implique qu'il y aura uniquement un écolier par banc, compliquant du même coup la logistique des transporteurs scolaires. En raison des circonstances exceptionnelles actuelles en lien avec la pandémie de la COVID-19, le camping Pointe-aux-Oies, situé au 45 avenue du Bassin-Nord à Montmagny, repousse son ouverture au 1er juin. Cette date est cependant sujette à révision, et ce, en fonction de l'évolution de la situation liée à la pandémie de coronavirus et des futures directives gouvernementales. Ainsi, toutes les réservations effectuées entre le 15 et le 31 mai 2020 seront remboursées ou pourront tout simplement être reportées à une date ultérieure durant la saison 2020. Il est à noter que les remboursements débuteront lors de l'entrée en fonction du personnel administratif du camping Pointe-aux-Oies, ce qui, pour l'instant, n'est pas encore autorisé par les instances gouvernementales. La direction tient également à aviser les campeurs qui ont réservé un emplacement saisonnier pour l'été 2020 que le coût de location sera ajusté selon le nombre de jours où l'établissement sera ouvert. Le dépanneur et le casse-croûte resteront, pour leur part, fermés pour toute la saison 2020 en raison des risques de propagation du coronavirus. Mentionnons également qu'aucune réservation ne pourra être effectuée pour la saison 2021 avant l'ouverture officielle du camping. Le camping Pointe-aux-Oies tient aussi à rappeler que l'accès au site demeure interdit au public. Il est donc strictement défendu de se rendre sur le terrain. Le conseil d'administration de l'établissement et la direction générale demeurent bien entendu à l'affût de prochains avis émis à l'égard des terrains de camping et travaillent à l'élaboration de mesures de sécurité en prévision d'une ouverture prochaine. Pour être tenus informés de l'évolution de la situation au camping Pointe-aux-Oies, les campeurs sont invités à visiter le site web campingpointeauxoies.com et la page Facebook de l'établissement. Le député de Montmagny-Lillec, Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, se joint à ses collègues conservateurs afin de réclamer l'accès Internet rural adéquat partout au pays d'ici 2021. On en parle après la pause. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ça là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les 2 bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte qui est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. L'enjeu de l'accès à Internet est intensifié par la pandémie de COVID-19 alors que de plus en plus de gens étudient en ligne, que des adultes font du télétravail et que nous désirons plus que jamais communiquer entre nous. C'est un enjeu auquel le gouvernement en place a promis de répondre, mais, jusqu'à présent, il n'a réalisé aucun progrès, a expliqué M. Généreux. Rappelons qu'il y a 5 ans, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, a désigné l'Internet à large bande comme un service essentiel. Pourtant,
De trop nombreux Canadiens des régions rurales et éloignées n'ont toujours pas d'accès continu à Internet. Le député est toutefois optimiste que les choses vont s'améliorer. Bell et TELUS ont annoncé récemment des investissements dans mon comté, et j'en suis très heureux. Les compagnies de télécommunications comprennent l'importance en ce temps de pandémie d'être en mesure de communiquer avec nos proches pour sortir de l'isolement et faciliter le travail ou le télétravail. Je poursuis mes discussions avec elles pour faire avancer la situation dans Montmagny-Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, a déclaré Bernard Généreux. Le député estime ainsi que l'écart entre les régions urbaines et rurales ne fera qu'augmenter avec l'installation des réseaux 5G dans les régions urbaines, car de nombreuses communautés rurales, dit-il, n'ont même pas accès à la norme établie par le CRTC de 50 mégaoctets par seconde pour le téléchargement et de 10 mégabits pour le téléversement. Je suis conscient qu'il reste du travail à faire pour que tous les citoyens aient accès à Internet partout. C'est pourquoi nous pressons le gouvernement libéral de présenter un plan concret pour régler le problème de l'accès Internet rural. Un plan qui doit connecter tous les Canadiens d'ici 2021 aux vitesses établies par le CRTC, a conclu M. Généreux. Il est toujours possible de joindre les membres de l'équipe de M. Généreux au téléphone par téléphone au 88 868 12 80 au bureau de Rivière-du-Loup ou au 88 248 12 11 au bureau de Montmagny. En raison de la forte demande et parce que le gouvernement du Québec l'autorise, l'écocentre du golfe de Montmagny est de nouveau ouvert en semaine de 7h à 17h. Plusieurs mesures ont toutefois été instaurées pour assurer la sécurité des préposés et des citoyens souhaitant disposer de matière. De légères modifications ont également été apportées par la Ville de Montmagny à son mode de facturation et à la façon dont elle applique la gratuité offerte à ses citoyens lorsqu'ils y déposent moins de 250 kg de matière. Mesure instaurée à l'écocentre du Golfe, s'ils désirent aller porter des matières à l'écocentre du Golfe, les Magny-Montois devront notamment respecter la distanciation sociale de 2 mètres, demeurer dans leur véhicule jusqu'à ce que l'emplacement du déchargement leur soit indiqué et surtout être autonomes pour décharger leurs items puisqu'ils ne pourront compter sur l'aide du personnel. Ils devront également s'assurer d'avoir leur compte de taxes municipales en main. Depuis le début de l'année, le gestionnaire de l'écocentre du Golfe, les Concassés du Cap, impose des frais de 20 $ par visite. Pour ne pas pénaliser les contribuables de Montmagny, l'administration municipale a revisé sa tarification et réussi à trouver une solution qui, ultimement, sera même avantageuse pour eux. En effet, les propriétaires magny-montois pourront encore aller déposer gratuitement leurs résidus de construction, soit le bois, bardeaux d'asphalte et autres, jusqu'à concurrence de 250 kg et de 2 visites en présentant leur compte de taxes municipales de l'année courante. Dès que cette limite sera atteinte, 10 cents par kilogramme déposé sera refacturé aux propriétaires, en plus des 20 $ de frais de visite. Par rapport aux années antérieures, le fait que la Ville de Montmagny absorbe le coût de 2 visites et qu'elle adopte une tarification unique une fois que la limite de 250 kg est atteinte, peu importe la quantité et la nature des matériaux, est une plus-value, car il faut savoir que les frais de traitement que lui facturent l'écocentre du Golfe ne sont pas les mêmes d'une matière à l'autre. Rappelons que l'écocentre du Golfe est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 17h et qu'à compter du 15 juin, la plage horaire du samedi de 9h à midi s'ajoutera pour mieux répondre aux besoins de la population. Plus d'informations au ville.montmagny.qc.ca/collecte. Selon La Voix du Sud, le couperet est tombé à l'usine Prévost de Sainte-Claire alors qu'environ 300 des 900 employés de l'usine ont été mis à pied il y a quelques jours. Certaines personnes chez les gestionnaires ont déjà été avisées, tandis que chez les employés d'usine syndiqués, on parle d'un licenciement permanent et effectif au 15 mai, explique Emmanuelle Toussaint, vice-présidente des affaires légales et publiques chez Prévost.
Le marché des autocars a vraiment réagi rapidement au début de la crise, indique Mme Toussaint. On parle surtout de report de contrat, principalement pour 2020-2021. Les clients essaient de voir comment se relever de la crise. Il y a beaucoup de déplacements interurbains, mais nos clients et le milieu du tourisme également. Il y a une baisse des trajets en tout point de vue. Les flottes de plusieurs de nos clients sont arrêtées. Comme les autocars ne circulent plus, il y a moins de demandes. Dans plusieurs États et provinces, des décrets exigeant une suspension des activités manufacturières ont été émis et certains de nos fournisseurs de l'entreprise ont dû cesser et d'autres ont poursuivi leurs activités. Nous avons évalué plusieurs scénarios avant d'en arriver à cela, sauf que les indications que l'on a nous indiquent que ce sera long avant que l'on puisse reprendre le rythme que l'entreprise avait avant le déclenchement des mesures. Elle indique que la reprise des activités est prévue pour le 1er juin. Elle ajoute que le personnel de bureau, en grande majorité, travaille de la maison et que l'entrée du personnel dans l'usine se fera graduellement et selon les directives émises. Des demandes d'aide aux employés adressées au gouvernement fédéral nous ont permis de garder plusieurs personnes, sauf qu'étant donné la baisse de notre carnet de commandes, même si théoriquement nous pouvons commencer à partir de lundi, nous avons dû adapter notre calendrier de production en conséquence. Le syndicat Unifor, qui représente les employés de l'usine, a aussi réagi samedi par voie de communiqué. Depuis mars dernier, tous les salariés recevaient la subvention salariale d'urgence du Canada. Comme la situation risque de perdurer dans le temps, l'entreprise a décidé de procéder à des mises à pied afin de préserver ses liquidités, étant donné les frais inhérents à cette subvention, au régime de retraite, aux assurances collectives, aux vacances et autres, comme le représentant national au dossier, François Gignac. Toutes les démarches ont été faites afin d'essayer de préserver la subvention, mais l'employeur s'y refuse. La directive vient de la haute direction en Suède, ajoute M. Gignac. Les salariés des bureaux sont beaucoup moins impactés que ceux de la production. Selon les informations dont dispose le syndicat, environ 25 personnes seront affectées par la présente mise à pied sur un total de 250 travailleuses et travailleurs. Une quinzaine d'employés avaient repris le travail il y a 3 semaines pour terminer certains travaux qui étaient déjà en cours. La frontière n'est pas fermée aux livraisons de matériel, de pièces ou même celles de véhicules. On peut quand même recevoir le matériel dont on a besoin en autant que les fournisseurs soient en activité. Sommairement, c'est 80 de la production fabriquée à Sainte-Claire est dédiée au marché américain, d'où l'importance de la situation chez nos voisins du Sud. L'Association américaine du transport par autocar tient un gros rassemblement à Washington dans quelques jours et Prévost sera sur place avec 2 autocars pour participer à un mouvement et indiquer au gouvernement américain que c'est un secteur qui aura besoin d'aide. On veut appuyer nos clients. Les députés de l'Assemblée nationale devront désormais divulguer leurs dépenses chaque année. On vous donne tous les détails dans un instant. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les députés de l'Assemblée nationale devront désormais divulguer leurs dépenses chaque année. Cette décision a été adoptée en avril par le bureau de l'Assemblée nationale, l'équivalent du conseil d'administration de l'institution où tous les partis politiques sont représentés. Le bureau d'enquête du Journal de Québec a obtenu des détails sur les dépenses des députés qui devront désormais être publiés.
En ce qui concerne les frais de fonctionnement des bureaux de circonscription, une vingtaine de postes budgétaires devront être divulgués. Les frais de déplacement et de logement de chaque élu seront aussi présentés annuellement dans un rapport diffusé par l'Assemblée nationale. De plus, le document contiendra les frais de fonctionnement des cabinets des leaders parlementaires, whip et chefs des partis dans l'opposition. Excusez-moi. Jusqu'ici, ces informations étaient inaccessibles même en utilisant la loi sur l'accès aux documents des organismes publics. Les questions de transparence entourant les dépenses des députés ont été récurrentes au cours des dernières années. L'ex-président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, s'est retrouvé sur la sellette quand le bureau d'enquête du Journal de Québec a tenté d'avoir accès aux détails de ses dépenses lors de missions à l'étranger. Les frais de repas somptuaires lors des réunions du banc ont aussi placé M. Chagnon sur la défensive en 2018. Les partis de l'opposition avaient alors réclamé plus de transparence. Après son arrivée à la présidence en 2018, François Paradis a resserré les règles des dépenses dans le cadre de missions à l'étranger. Il a également instauré leur divulgation. M. Paradis avait aussi manifesté l'intention de donner plus de détails sur les dépenses courantes des députés. Le député de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, avait d'ailleurs déposé un projet de loi sur le sujet. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Marc Picard, avait reçu le mandat de produire un rapport sur le sujet. En entrevue avec notre bureau, ou le bureau d'enquête du Journal de Québec, M. Picard a confirmé que le bureau de l'Assemblée nationale a décidé d'aller de l'avant avec la publication des dépenses des élus. Les dépenses vont être publiques maintenant, a-t-il confirmé. Cette mesure est en vigueur depuis le 1er avril dernier. Les dépenses des 12 prochains mois seront présentées pour la première fois dans un rapport dont le dépôt se fera l'an prochain. M. Picard n'a pas été en mesure de dire s'il sera désormais possible d'obtenir plus de détails sur les dépenses grâce à une demande d'accès à l'information. Donc, seront publics les frais de déplacement entre la circonscription et le Parlement, les frais de logement à Québec, les frais de fonctionnement du local de circonscription, incluant abonnement aux journaux et bases de données spécialisées, aménagement et déménagement du local de circonscription, ameublement de premier mandat, frais de participation du député à des colloques, congrès, symposiums, entretien du local et de l'équipement, frais d'accueil de réception et de réunion, publicité, impression personnalisée et matériel promotionnel, loyer, assurance et taxes et télécommunications. En terminant, un retour en classe tout à fait exceptionnel s'amorce ce matin dans les écoles primaires à l'extérieur de la grande région de Montréal. Dans les rangs des parents et des enseignants, les inquiétudes sont vives. Les élèves et le personnel devront s'adapter à une nouvelle réalité, puisque l'école ne sera plus la même. En classe, les élèves seront limités au pupitre qui leur sera assigné. Leur chaise leur permettra d'y déposer leur manteau, puisque les crochets ne seront plus utilisés dans les corridors. Les élèves devront se déplacer le moins souvent possible dans la classe, et ceux qui dînent à l'école mangeront leur repas assis au même pupitre où sera aussi rangée la boîte à lunch. Ils passeront toute la journée dans le même local, y compris pendant la période de service de garde. L'accès au gymnase et à la bibliothèque n'est plus permis. Les élèves qui se rendront à l'école en autobus seront accueillis par un chauffeur qui portera un masque, une visière ou des lunettes et des gants. Certains pourraient aussi être protégés par un panneau de plexiglas. Le trajet à bord des véhicules jaunes sera beaucoup plus calme que l'habitude, puisqu'un maximum de 12 élèves pourra monter à bord afin de maintenir les règles de distanciation physique. À l'école, même si plusieurs autobus arrivent en même temps, les véhicules ouvriront leurs portes un à la fois pour faire descendre les élèves. Dans plusieurs établissements, l'horaire de la journée a été modifié afin que les élèves n'arrivent pas tous en même temps à l'école. Un des premiers gestes que feront les enfants en posant le pied dans leur nouvelle école sera de se laver les mains. Ils apprendront à répéter ce geste plusieurs fois par jour, avant et après avoir mangé, avant et après être allé jouer dehors, avant et après avoir été aux toilettes, après s'être mouché et avant de quitter l'école, entre autres.
En l'absence de lavabo en classe, certaines écoles ont fait preuve de débrouillardise afin de permettre aux élèves de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. À l'école du Harfang-des-Neiges, à Stoneham, des réservoirs d'eau ont été installés sur des chariots. Les enfants pourront se laver les mains comme en camping. L'eau qui servira au lavage de mains sera recueillie dans une chaudière de plastique. Les élèves devront attendre patiemment leur tour dans le corridor avant d'aller aux toilettes, où ils devront se rendre un à la fois dans les écoles où c'est possible. Certaines directions d'école, où il n'y a qu'une salle de bain pour tout l'établissement, préviennent toutefois qu'il ne sera pas possible de faire respecter la règle du 2 mètres partout, notamment dans les toilettes. Les fontaines d'eau ne pourront être utilisées. Les élèves sont encouragés à apporter une bouteille d'eau de la maison pour la journée. Pour les élèves qui arriveront à l'école à pied, à vélo ou à bord de la voiture de leurs parents, des marques au sol ont été ajoutées aux abords de plusieurs écoles pour faciliter l'entrée dans l'établissement. Les élèves devront s'y tenir l'un derrière l'autre. Les parents ne seront pas admis dans les cours de récréation ni à l'intérieur de l'école. Dans plusieurs écoles, les élèves quitteront pour la maison successivement afin qu'il n'y ait pas d'attroupement aux sorties. Les élèves ne pourront pas trimballer leur sac à dos de l'école à la maison et vice-versa. Ils n'auront pas de devoirs d'ici la fin de l'année scolaire. En classe, les écoliers réviseront principalement les matières de base, soit le français, les mathématiques, les sciences et l'univers social. La cloche ne sonnera plus pour marquer la récréation. Dans plusieurs écoles, les élèves pourront profiter de périodes de jeu à l'extérieur, mais selon un horaire particulier qui permettra d'éviter que trop d'élèves s'y retrouvent en même temps. Ces dernières libéreront les enseignants pour pouvoir faire un suivi avec les étudiants qui demeureront à la maison. Du marquage a aussi été ajouté au sol afin de faciliter les déplacements en tentant de respecter autant que possible le fameux 2 mètres de distanciation entre les élèves. Lors de leur déplacement, les élèves devront éviter de toucher les murs, les poignées de porte et les rampes d'escalier. Dans la classe comme dans la cour de récréation, la manipulation de matériel sera limitée et encadrée. Les livres, jeux ou ballons manipulés par les élèves devront être désinfectés par la suite ou placés en quarantaine pendant 24 heures. Des concierges ont été appelés en renfort dans plusieurs écoles afin de s'assurer de bien respecter les mesures sanitaires. Le lavage des poignées de porte et des salles de bain, notamment, devra se faire plusieurs fois par jour. Tout un défi que pour toutes les directions d'école, les enseignants et même les étudiants. Donc, on vous souhaite un bon retour à l'école aujourd'hui. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 021 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, à la météo, j'espère que vous avez souligné la fête des mamans hier, malgré ce confinement, mais surtout avec cette température. Vous savez, je jasais avec ma conjointe.
C'est rare. C'est malheureusement très rare qu'il fait beau à la fête des mères. Bien, hier, on n'a pas changé l'exception. C'est vraiment une journée froide, extrêmement froide, nuageuse, grise. Donc, c'était pas une journée digne de la fête des mères et digne du mois de mai. C'était pas plus jojo samedi. C'était extrêmement frais et vraiment sous les normales de saison. Maintenant, on regarde l'image radar pour ce lundi 11 mai. Donc, vous voyez cette masse nuageuse qui est au nord du fleuve, là, dans la région de Charlevoix, mais aussi en direction ou de direction d'ouest en est. Et ces nuages vont nous apporter un temps nuageux et ça va devenir alternance de soleil et de nuages au cours de l'avant-midi avec des vents du sud-ouest de 20 km/h, avec des rafales à 40, devenant légers au cours de l'après-midi, maximum de 11 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, devenant nuageux, neige incroyable, neige débutant vers minuit, accumulation de 2 à 4 cm, avec des vents qui vont changer de direction. Ils sont sud-ouest, faibles en après-midi, mais ils vont changer de direction au cours de la nuit, de direction nord-est à 20 km/h, avec des rafales à 40, minimum de 0 degré pour Montmagny, Lillet, Kamouraska, moins 3 pour Saint-Paul, moins 2 pour Saint-Pamphile et 1 degré pour Lévis. Demain, mardi, c'est de la neige qui cessera en après-midi, nuageux par la suite. Accumulation de 5 cm pour demain, mardi. Des vents du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40 qui deviendront légers au cours de l'avant-midi. Température stable à près de 2 degrés. C'est incroyable, 2 degrés pour un 12 mai. Pour la nuit de mardi à mercredi, du temps nuageux, minimum de 0. Et pour mercredi, c'est le soleil avec des températures un peu plus douces, 9 degrés pour Montmagny-Lillet et 7 pour Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, dégagé, minimum de 4 degrés. Pour jeudi, c'est du soleil avec un maximum de 13 degrés. Pour la nuit de jeudi à vendredi, passage nuageux, minimum de 5. Et vendredi, c'est de la pluie avec un maximum de 7 degrés. Pour la fin de semaine, alternance de soleil et de nuages pour samedi avec un maximum de 18 degrés. J'ai presque peine à vous l'annoncer au cas où ça pourrait changer, mais une belle journée pour samedi et du temps nuageux pour dimanche avec un maximum de 16 degrés. C'est la fin de semaine de la fête de la Reine. En fin de semaine, ce sera la fête de $. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 16 le jour et 3 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h12 ce matin et se couchera à 20h06, heure avancée de l'Est. Il a déjà fait beaucoup plus chaud un 11 mai. Par ailleurs, en 2005, il a fait 25 degrés. Mais ça a déjà été froid comme aujourd'hui avec moins 2,9 degrés en 2010. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 7,6 degrés alors que les normales de saison sont 16. Et la nuit dernière, on a enregistré un minimum de 0,6 degrés alors que la moyenne est la normale est de 3 degrés. La pression barométrique est à 100,7 kPa à la hausse. L'humidité est à 61 %. Les vents soufflent actuellement de direction ouest-nord-ouest à 16 km/h. Il fait 4 degrés avec du soleil et des passages nuageux. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 2480937 JRM pour du travail bien fait. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 11 du mois de mai. J'ai bien dit mai, pas janvier, mai 2020. Et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 11 mai. Bon anniversaire à Héloïse Leclerc,
On est fiers de toi. C'est le message que Mamie a voulu passer ce matin en vous souhaitant bon anniversaire. Héloïse Leclerc, bonne fête. Bon anniversaire à Daniel Boissonneau. C'est de la part de sa mère. Bon anniversaire, Daniel Boissonneau. Bon anniversaire aujourd'hui, le 11 mai, à Carmen Tremblay. C'est de la part de Christiane. Bon anniversaire, Carmen Tremblay. Bon anniversaire aujourd'hui à Félix Bergeron. C'est de la part de Michel. Bon anniversaire, Félix Bergeron. Et bon anniversaire à Mme Fernande Thibault. C'est de la part de toute votre famille. Et également, c'est de la part de Suzanne et Gaëtan qui vous souhaitent une belle journée. Donc, bon anniversaire, Fernande Thibault, en ce 11 mai. Alors, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, tout simplement, vous nous téléphonez au 241-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, parce que c'est une boîte vocale. Et aussi, c'est une belle façon, comme on ne peut pas aller visiter notre monde, c'est une belle façon de souligner leur journée de fête. Les événements, le 11 mai 1960, à Saint-Nazaire, en France, au cours d'une cérémonie grandiose, le paquebot France, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, moi je me souviens de ça, ce magnifique paquebot, est lancé en présence du président de la République française, le général Charles de Gaulle. Avec ses 316 mètres de long, il est, pendant toute sa période d'activité, le plus long paquebot, navire à passagers, jamais construit au monde, jusqu'au lancement en 2004 du RMS Queen Mary II, long de 345 mètres. Il est mis en service en janvier 1962 pour le compte de la Compagnie générale transatlantique. Pendant 12 ans, il assure des traversées transatlantiques et quelques croisières autour du monde, jusqu'en septembre 1974. Revendu d'abord à un homme d'affaires saoudien en 1977, puis à un armateur norvégien en 1979, il est alors rebaptisé Norway. Il assure ensuite, après plusieurs transformations, des croisières en mer des Caraïbes. Revendu à un ferrailleur, il est rebaptisé Blue Lady en 2006 et son démantèlement prend fin en 2009 en Inde sur le chantier d'Alan. Depuis le 26 septembre 2018, le nez du paquebot France est installé au Havre, son port d'attache historique, face au siège social du Grand Port maritime du Havre. Pour l'occasion, la pièce a été repeinte dans ses couleurs d'origine. Donc, le paquebot France n'existe plus. Les anniversaires aujourd'hui, en ce 11 mai, bon anniversaire à Brad Marchand. Il ne nous entendra pas, probablement qu'il ne peut nous écouter ce matin. Attaquant des Bruins de Boston de la Ligue nationale, il a 32 ans. Ima, chanteuse québécoise, 42 ans. Danny Dubé, instructeur et excellent analyste et chroniqueur de hockey sur les ondes de Cogeco. Il a 59 ans. Gilda Roy, comédien, qui a fait du bon travail hier avec cette émission « Une chance qu'on ça ». Chanteur country et animateur. Il a 60 ans aujourd'hui, Gilda Roy. Laetitia Casta, actrice française et mannequin, 42 ans. Renaud, chanteur français, 68 ans. Plume Latraverse, chanteur québécois, 74 ans. Et Nancy Green, skieuse canadienne, on se souvient de ses succès et aussi lorsqu'elle a annoncé la tablette de chocolat Mars. Alors, Nancy Green, qui a 77 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 11 mai en 2019, Fernand Butch-Hull, 90 ans, de Sainte-Foy, qui a porté les couleurs des As de Québec pendant 3 saisons, de 1952 à 1956. Les As de Québec qui étaient très populaires à ce moment-là à Québec. En 2016, Catherine Dunn, 70 ans, romancière, journaliste, critique littéraire et poétesse américaine. En 2014, Barbara Knudson, 86 ans, actrice américaine. En 2013, Emmanuelle Claret, 44 ans, biathlète française. En 2011, Manuel Maître, 85 ans, journaliste québécois, d'origine champenoise, pilier du mouvement Parlons mieux. En 2006, Floyd Patterson, 71 ans, ex-champion boxeur poids lourd américain. En 85, Chester Gould, 84 ans, bédéiste américain. En 2002, Joseph Bonanno, 97 ans, un des plus puissants parrains de la mafia américaine dans les années 50 et 60. Et enfin, en 1981, décédé Bob Marley, 36 ans, auteur, compositeur, interprète, chanteur et musicien jamaïcain. Voilà ce qui complète les anniversaires de ce lundi 11 mai. Dans quelques instants, on va jaser de l'actualité parce qu'il y a beaucoup de choses.
Et après ça, on aura la nouvelle positive. Il y a des avis de décès. Et après quoi, on vous présente une entrevue qu'on a réalisée vendredi matin avec un avocat de la région, Maître Jérôme Théberge, qui est revenu à la pratique après 2 ans d'absence et qui nous raconte un peu comment ça se passe dans le système judiciaire actuellement en raison de cette pandémie. Une entrevue extrêmement intéressante avec Maître Jérôme Théberge. Et bien sûr, José Soucy sera là en fin d'émission pour nous commenter l'actualité. Voilà, je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La Pointe Auto annonce qu'en plus de son atelier mécanique, on reprendra la vente de voitures. Cependant, la Pointe Auto se doit de respecter les consignes et la prise de rendez-vous par téléphone au 248-8899 serait la meilleure solution. La Pointe Auto à Montmagny vous remercie de votre compréhension. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, dans l'actualité, il y a beaucoup de choses. C'est sûr que vous comprenez qu'on parle beaucoup de ce retour à l'école aujourd'hui. J'ai regardé, j'ai suivi l'actualité sur les différents réseaux de télévision, Radio-Canada, TVA. Naturellement, on ne parle que de ça, de la pandémie. Et on a vu beaucoup d'écoles, de professeurs, d'enseignants se préparer. Et moi, ce que je retiens, puis en plus avec l'entrevue qu'on vous a présentée la semaine dernière avec Rémi Boivin et Serge Guimond, moi, ce que je trouve extraordinaire, vous savez, il y a toujours une façon de voir les choses. C'est difficile pour tout le monde, même pour nous. C'est pas évident, là, cette situation. Mais il y a toujours moyen de le prendre positivement et de voir comment on peut prendre une situation difficile et la prendre positive, du moins prendre les moyens pour la rendre positive. Et j'ai regardé en fin de semaine tous les bulletins de nouvelles et ce qui m'a impressionné, c'est de voir la joie de vivre et la préparation des enseignants, des services de garde hier, il y avait un reportage sur Radio-Canada Québec là, qui m'a impressionné. Un service de garde de Québec là, qui se préparait. Et la madame, elle avait les yeux brillants, là, tellement elle était contente de revoir ses enfants, malgré tout ce que ça lui impose, la distanciation sociale et le 2 mètres. Et, moi, c'est ça que je trouve. Et c'est comme ça, je pense, qu'il faut regarder la situation. On peut s'asseoir puis brailler toutes les larmes de notre corps. La situation ne changera pas, puis on n'aura plus de larmes. Alors, moi, je pense qu'il faut trouver des moyens pour prendre cette situation-là qu'on vit et la tourner positivement. Et c'est ce que j'ai remarqué, mais surtout hier, là, dans le bulletin de nouvelles de Radio-Canada Québec, là, de voir le positivisme des enseignants qui se préparent et des gens des centres de petite enfance là, qui se préparaient à recevoir les enfants aujourd'hui. C'est ça, je pense, qu'il faut retenir. Il faut retenir aussi que tranquillement, ça va peut-être pas à la vitesse qu'on voudrait parce que je voyais là, durant le bulletin de nouvelles qu'on annonce que le camping aux Oies demeure fermé jusqu'au 1er juin. Et il y a encore des établissements commerciaux, il y a encore bien des établissements, des services ou des représentants, des commerces là, qui sont fermés en raison de cette pandémie. Mais il faut y aller tranquillement et progressivement, graduellement, comme le dit le premier ministre. Et il faut faire avec. Même si on voudrait changer la situation, on ne peut pas. Donc, le retour en classe qui se fait sur fond d'inquiétude. Ça, on peut comprendre là, que si on veut respecter la distanciation sociale,
Avec les enseignants, il n'y a pas de problème. Mais c'est de s'assurer que les élèves vont suivre les consignes. Alors, on va, dès l'entrée ce matin, on devait leur expliquer exactement comment ça va fonctionner. Et toujours dans ce bulletin de nouvelles de Radio-Canada Québec, hier, on voyait dans les corridors, là, il y a des flèches complètement collées sur les cases, les casiers là, des élèves et de chaque extrémité du corridor pour la distanciation. Est-ce qu'il y a vraiment 6 pieds entre les deux? On ne commencera pas à sortir le galon mesuré pour voir s'il y a vraiment 6 pieds, mais au moins, les élèves vont circuler comme ça, quand même à une bonne distance. Mais il faut faire aussi, on parlait des toilettes, là, ce ne sera pas toujours évident de garder cette distanciation sociale parce que, bon, c'est pas si grand que ça, les toilettes. Donc, il faut saluer les enseignants, les étudiants, les élèves qui ont accepté d'y aller et ceux qui ont, les parents, ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants en classe. Moi, je respecte votre décision. Vous aviez le choix de les envoyer ou de ne pas les envoyer ou d'attendre un peu pour voir ce qui va se passer. Donc, des mesures qu'on prend ce matin qui ne sont pas évidentes, mais saluons le travail des gens qui, positivement, accueillent aujourd'hui les étudiants ou encore les tout-petits là, dans leur établissement. C'est digne de mention. Donc, on l'a vu, il y aura des élèves limités à leur pupitre. Même, je ne sais pas ici, on va essayer de parler avec le directeur de la commission scolaire au cours des prochaines heures, là, pour savoir si on a dû utiliser... Moi, j'ai vu des voitures à l'école Cazot en fin de semaine. Est-ce qu'on a été obligé de prendre des locaux de l'école Cazot, comme on a fait dans plusieurs endroits? On a pris la polyvalente ou l'école secondaire parce que les cours ne recommenceront qu'en septembre. Donc, est-ce qu'on a dû, dans la région, utiliser les écoles secondaires à Lillette, à Saint-Pamphile, à Saint-Paul? Est-ce qu'on a dû utiliser ces écoles pour combler le manque d'espace en raison de ce 2 mètres, là, cette distanciation sociale qu'on doit respecter? Donc, les élèves là, qui sont limités à leur pupitre, et on l'a vu dans les images, là, il y aura cette distanciation sociale. Le lavage des mains pour commencer la journée, bien, il n'y a pas besoin de vous dire qu'il va y en avoir du lavage des mains. C'est toujours avant et après une activité. Donc, il y aura lavage des mains et on comprend pourquoi. C'est essentiel, c'est important. Un tour de rôle à la salle de bain, quand c'est possible, parce qu'on l'a mentionné dans le bulletin nouvelle, quand ce sera possible, on peut aller à la toilette. Mais bien sûr, on ne peut pas passer la journée sans aller à la salle de bain, mais on devra y aller à tour de rôle. Des élèves en file pour entrer dans l'école, avec le respect du 2 mètres. Des chauffeurs d'autobus masqués pour 12 élèves. Bien ça, Rémi et Serge nous l'ont expliqué la semaine passée. Normalement, là, lorsque tout fonctionne normalement, c'est 72 élèves qu'il y a à l'intérieur. Moi, je ne pensais pas que c'était tant que ça. Puis, c'est 2 par banc, des fois même 3. Alors, c'est 72 élèves à l'intérieur d'un autobus. Les secondaires, pour les élèves du secondaire, c'est 48. Et là, pour la circonstance, c'est 12. Alors, imaginez que si on devait transporter 72 élèves pour le primaire, et là, c'est 12, est-ce qu'on a dû faire des voyages supplémentaires? C'est ce que Rémi et Serge prévoyaient, mais on attendait d'avoir exactement les consignes là, avant de dire est-ce qu'on doit faire plusieurs voyages pour réussir à transporter tous les étudiants. Mais comme ce n'est pas 100 % des étudiants, c'est un 70 % des étudiants qui ont accepté ou que les parents ont accepté de retourner à l'école. Bien, comme ce n'est pas 100 %, alors est-ce que le 12 étudiants par autobus, c'est suffisant pour amener tout le monde? C'est ce qu'on ne sait pas ce matin. On vérifiera. On va demander à notre ami José de vérifier ça pour nous. Congé de devoir, bien, ça va de soi, c'est qu'on n'apportera pas le sac d'école à la maison et vice-versa, c'est que on n'apportera pas le sac d'école à la maison, mais on n'apportera pas le sac d'école de la maison à l'école parce que ça peut être porteur à ce qu'on nous dit. Des récréations à distance, ça va être un petit peu plus compliqué, mais en jouant au ballon, je pense que ça peut se faire. Mais les enfants vont toucher au ballon. Ça aussi, je ne sais pas comment
on va réussir ce tour de force, mais est-ce qu'on aura des gants pour les enfants? J'en ai pas d'idée. Du matériel en quarantaine, ça, c'est sûr qu'on voyait hier des bacs, là, des bacs impropres et propres. Alors, on va nettoyer. Avez-vous pensé qu'à chaque fois qu'on va utiliser quoi, il faudra le désinfecter? Moi, j'ai hâte de voir le résultat. J'ai hâte de voir les commentaires des enseignants, voir comment ils ont trouvé leur expérience. Bouger, mais en solo, des couvre-visages pour les profs, ceux qui voudront bien le porter. La logistique des lunchs, ce sera le boîte à lunch sur le bureau de l'enfant. Et des concierges qui ne chôment pas. Et encore une fois, en fin de semaine, j'ai vu les commentaires d'un concierge qui était tout près de la retraite, qui était extrêmement heureux de pouvoir participer et d'aider les écoles dans sa définition de tâches. Donc, les concierges qui ont été ajoutés, il n'y a plus de concierges, ils sont plus nombreux et ils ont du travail à faire pour désinfecter tous les locaux, les salles de bain, tous les endroits qui seront visités par les élèves et les enseignants. Maintenant, vous avez vu la semaine dernière le premier ministre Legault qui a décidé tranquillement, graduellement, de déconfiner. On fait partie de ce déconfinement lent et graduel. Ce matin, on ouvre de nouvelles régions. Et alors que Montréal, c'est le 25 mai, et le Royaume-Uni, lui, qui prolonge son confinement jusqu'au 1er juin. Alors, j'ai été un peu surpris de voir là, que le Royaume-Uni a décidé de poursuivre son confinement jusqu'au 1er juin. C'est sûr que M. Johnson, qui est le premier ministre, qui a été infecté et qui a passé tout près de la mort parce qu'il a été aux soins intensifs pendant plusieurs jours, est peut-être un petit peu plus sur ses gardes. Donc, on dit que des foyers en Chine et en Corée du Sud font planer le spectre d'un rebond. Alors, le Royaume-Uni qui prolonge son confinement jusqu'au 1er juin. Alors, il y a bien d'autres sujets dans l'actualité. Relancer l'économie ou sauver des vies, un dilemme éthique. Donc, c'est un houleux débat chez les économistes. Et aussi, on dit qu'une pénurie de viande demeure peu probable malgré les usines fermées. Donc, on nous dit qu'on n'aurait pas à s'inquiéter de manquer de viande malgré que les abattoirs soient fermés ou en mode réduit. Voilà, c'est le principal de l'actualité de ce lundi 11 mai. Dans quelques instants, on a pour vous la nouvelle positive. Afin d'assurer la sécurité de nos clients et employés, la Clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Cependant, la Clinique dentaire Montmagny est disponible pour toute urgence au 418-234-7583. L'équipe de la Clinique dentaire Montmagny vous remercie de votre compréhension. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. La nouvelle positive de ce 11 mai, Formaca qui célèbre son 20e anniversaire. L'entreprise d'économie sociale manimontoise Formaca qui fête son 20e anniversaire cette année, mais malgré cette pandémie, bien que ses activités soient présentement ralenties, Formaca est fier du chemin parcouru et entrevoit l'avenir avec confiance. Regard sur le parcours riche en accomplissement d'un acteur social et économique bien connu de la région. Fondé en 2000 par Sylvain Caron à titre de centre de travail adapté pour les personnes vivant avec des limitations physiques, mentales ou intellectuelles, Formaca s'est métamorphosé au fil des années jusqu'à devenir un acteur d'envergure dans le secteur de la transformation du bois et de la sous-traitance industrielle. Comptant aujourd'hui près de 90 employés ainsi qu'une équipe de 12 personnes intégrées au plateau de travail du 6 de Chaudière-Appalaches, l'entreprise se démarque par sa polyvalence et sa productivité. Au cours des 20 dernières années, ses atouts lui ont permis de se forger une place de choix dans le tissu industriel régional. Solidement implanté dans la région depuis ses débuts,
Formaca a su se diversifier son offre afin de toujours mieux répondre aux besoins de cette clientèle. En 2010, l'acquisition d'une entreprise de fabrication de palettes de manutention sur mesure a précipité son évolution. Désormais dirigée par Elisabeth Caron, qui a pris les rênes de l'entreprise en 2016, Formaca offre une large gamme de produits et de services, aussi bien dans le domaine de la transformation de bois que de la sous-traitance industrielle. Chaque année, elle crée ainsi de nouveaux emplois gratifiants qui contribuent à la richesse de son milieu. Fière d'offrir des délais compétitifs et une productivité soutenue, Formaca joue un rôle de premier plan dans l'industrie manufacturière de la région. Encouragée par ce contexte de forte croissance, Formaca poursuit plus que jamais sa mission sociale. Elle se fait d'ailleurs un point d'honneur à créer des emplois valorisants qui mettent de l'avant les forces et les capacités de ses employés, et ce, dans un environnement chaleureux et digne d'un réel milieu de vie. À l'occasion du 20e anniversaire de l'entreprise, une série de festivités était à l'agenda. Cependant, forcée de s'adapter à la situation actuelle, la direction a décidé de surprendre l'ensemble de ses 116 collaborateurs internes en livrant à chacun un gâteau d'anniversaire aux couleurs de l'entreprise dans les jours à venir. Une solution créative pour que chacun puisse participer aux célébrations tout en restant à la maison. Donc, une belle nouvelle, Formaca, qui fête son 20e anniversaire. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Saint-Raphaël de Bellechasse, le 6 mai 2020, à l'âge de 91 ans et 5 mois, est décédée Mme Noëlla Boulay, épouse de feu M. Maurice Laberge. Elle était la fille de feu M. Antoine Padoux-Boulay et de feu Dame Eugénie Fournier. Elle demeurait à Montmagny. En raison de la pandémie de COVID-19, les rituels funéraires se tiendront dans la plus stricte intimité avec les enfants et les petits-enfants. La famille désire remercier le personnel attentionné du CHSLD de Saint-Raphaël de Bellechasse pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse au 80 boulevard Bégin, Sainte-Claire. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Dans le cadre de notre tournée locale et régionale, à savoir comment les gens d'affaires vivent cette situation qui est un peu hors de l'ordinaire, un peu beaucoup hors de l'ordinaire. Ce qui nous intéressait, c'est de savoir, au niveau du droit, au niveau du palais de justice, au niveau du côté judiciaire, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? Est-ce que les causes sont entendues? Moi, j'ai tellement de questions à poser à ce niveau-là. Et on a demandé à Maître Jérôme Théberge, qui vient d'ouvrir son bureau sur l'avenue Saint-Magloire. Vous avez vu, de toute façon, la publicité récemment sur nos ondes. Et on a une belle télévision CMA-TV dans la salle d'attente de Maître Jérôme Théberge. Alors, on a demandé à Maître Jérôme Théberge s'il accepterait, s'il acceptait, est-ce qu'on va mettre l'imparfait ou le conditionnel, mais quand même, il a accepté, c'est ça qui est important, de nous rencontrer et de répondre à nos questions. Jérôme Théberge, bonjour. Bonjour Michel. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, on se connaît quand même bien, alors, et même très bien. Alors, on va éviter le vouvoiement, ça va faciliter les choses. Aucun problème avec ça, Michel. Jérôme, d'abord, tu es avocat, oui, bien sûr, mais tu as arrêté et tu es revenu à la pratique. Raconte-nous un peu là, ce temps d'arrêt. Moi, j'avais commencé en 2004 ici à Montmagny et en 2017, j'ai décidé de prendre un temps d'arrêt. Ça fait toujours du bien un peu de prendre un certain recul. C'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai été 2 ans en sabbatique où j'ai profité un peu de la vie. Raconte-nous un peu ce 2 ans-là. Quand même, 2 ans, c'est long. Ça a été long, mais ça a passé quand même assez vite. Oui. Écoutez, j'ai laissé tomber les livres et les crayons pour devenir un peu plus manuel. Ce que j'ai fait, j'en ai fait quand même beaucoup. J'ai appris à bûcher, j'ai appris à chasser, j'ai appris à trapper. Je suis rendu apiculteur amateur, je suis rendu à m'occuper d'abeilles. J'ai construit un camp en bois rond. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai voyagé. J'ai été 1 mois et demi au Yukon. J'ai été 1 mois en Thaïlande avec un billet d'aller sans billet de retour à me promener un peu partout, backpack, sans aucune destination. Et puis là, après un certain moment, c'était le temps de recommencer à travailler. Et la pratique du droit, c'était mon domaine, c'est ce que j'aimais, alors je ne voulais pas faire autre chose. Alors j'ai recommencé, j'ai rouvert un bureau au 1er mars dernier. Mais tu t'es spécialisé? J'ai suivi des cours à l'université aussi en un micro-programme de 2e cycle de PRD, Prévention et Règlement des différends, ce qui me permet aujourd'hui d'agir à titre de médiateur et d'arbitre en matière civile et commerciale. D'ailleurs, pourquoi? Parce que tu pensais que ça manquait peut-être à ta pratique? Ou? Ça fait des années que les tribunaux essaient de nous envoyer vers les règlements et vers tout ce qui est parallèle à la justice pour essayer de désengorger un peu la justice. L'arbitrage est une mécanique où ça va aller plus vite. Au lieu d'avoir un procès dans 1 an et demi ou 2 ans,
Si quelqu'un me nomme comme arbitre, je suis l'équivalent d'un juge en matière civile et commerciale. Je vais entendre la cause peut-être dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, donc ça peut être très rapide. Le désavantage, c'est que contrairement aux juges qu'on n'a pas à payer, eh bien moi, les gens vont se partager mes honoraires 50-50, peu importe qui gagne, peu importe qui perd. Mais je suis en mesure de rendre un jugement en matière civile et commerciale. Je suis un juge choisi par les parties. Ça va vite, mais il faut le payer. C'est la différence. Et au niveau de la médiation civile et commerciale, il y avait déjà des médiateurs dans la région ici, sauf que ça faisait partie du micro-programme de 2e cycle que je suivais. Donc, c'est une corde de plus que j'ai rajoutée à mon arc. Donc, je peux maintenant faire ce type de domaine-là aussi. OK. Donc, ça faisait partie du 2 ans. Est-ce que c'était dans le plan du 2 ans de sabbatique ou est-ce que c'était prévu de le faire à ce moment-là? Avant que je quitte en 2017, j'avais suivi un cours, une formation qui était plus restreinte en matière d'arbitrage civil et commercial, mais pas aussi évolué que ce que j'ai suivi avec le diplôme, qui est 5 cours universitaires, dans le fond, l'équivalent de cours de maîtrise au 2e cycle. Donc, c'était pas planifié, mais j'en ai profité pendant ces 2 ans-là pour faire le diplôme complet. Ça me permet de poser la question, est-ce que, comme avocat, parce que en quelle année tu as terminé ton droit? Je suis avocat depuis 2004. On fait 3 ans au bac. OK, tu as vraiment terminé en 2004? 2004, j'étais avocat. J'ai fait mon stage, j'ai été nommé avocat en novembre 2004. Ça m'amène à te poser la question, est-ce que, comme avocat, on doit, parce que justement, suite au cours que tu as suivi durant ton sabbatique, est-ce qu'il faut se recycler? Est-ce qu'il faut retourner sur les bancs d'école régulièrement pour... Est-ce que ça change beaucoup, le droit? Je vous dirais qu'après un 2 ans d'absence, quand je reviens, il y a certains domaines qui ont changé beaucoup. Comme le droit du travail, ça, j'ai vu que ça a changé beaucoup, mais le reste des dossiers, tout ce qui est en droit civil ou en protection de la jeunesse ou en matière criminelle, c'est des principes qui sont bien ancrés depuis longtemps. Il y a des choses qui changent, mais jamais rien d'énorme. Alors, les gros changements que j'ai vus, je les ai vus en droit du travail. À savoir si on doit se recycler ou non, la réponse est oui. Maintenant, on doit faire 30 heures de formation continue à tous les 2 ans, ce qui n'existait pas avant. Quand j'ai commencé en 2004, il y avait des vieux avocats qui n'avaient pas suivi de formation depuis des années, puis j'oserais même dire peut-être depuis des décennies. Alors, ça a changé. Maintenant, on a l'obligation légale pour rester membre de l'ordre. On a l'obligation de faire 30 heures par 2 ans. OK. Et le 30 heures, c'est au sens général du droit? C'est nous qui suivons les formations qu'on veut. Ça peut être en déontologie, en travail, en civil, peu importe le domaine qu'on veut, ça va rentrer là-dedans tant que c'est autorisé par le barreau et on a des listes très longues de dossiers qu'on peut suivre. Ça peut être des formations en ligne, ça peut être des formations en classe. Comme moi, par exemple, mon diplôme de 2e cycle rentre dans la formation obligatoire. Donc, je n'ai pas besoin d'en refaire. Étant donné que j'ai fait 5 cours universitaires, je suis en mesure de... J'ai comblé mes heures. Tu es bon pour 2 ans? Je suis bon pour 2 ans. Jérôme, moi, ce que je voulais... D'abord, tu viens d'ouvrir ton bureau. Oui. Est-ce que c'était dans le plan de carrière? C'était dans le plan de carrière. C'était pas dans le plan de carrière de l'ouvrir 2 semaines avant un apocalypse, ça c'est sûr. Mais c'était déjà dans mon plan de rouvrir. Parce que je ne savais pas exactement sous quelle forme j'allais ouvrir. Est-ce que j'allais ouvrir seul? Est-ce que j'allais être avec des gens? Ça, je ne savais pas encore. Est-ce que j'allais être seulement arbitre, seulement médiateur? Est-ce que j'allais faire des dossiers d'avocat? Ça, je ne le savais pas. Mais ça s'est un peu concrétisé que moi, je voulais faire surtout le droit civil, le droit commercial, le droit du travail, faire l'arbitrage et la médiation. Et j'avais engagé une autre employée avant la pandémie pour faire tout le droit criminel, le droit de la protection de la jeunesse et le droit familial. Donc, on allait 2 avocats qui allaient se séparer un peu les domaines. Je ne voulais pas me perdre dans tous les domaines. Vient un temps qu'on ne sait plus où donner de la tête au niveau de la formation, au niveau de se mettre à jour. Je ne voulais pas me garrocher dans tous les domaines. Donc, je voulais vraiment séparer ça en 2 personnes au bureau. Qui va revenir après la pandémie. Qui va revenir par la suite. Parce que c'est plus tranquille. Là. Oui, c'est plus tranquille. Tu as ouvert un très beau bureau sur l'avenue Saint-Madoire. Merci. Bien installé. Maintenant, moi, la rencontre aussi, c'était, oui, de parler de la carrière. D'abord, est-ce que c'est un rêve que tu as réalisé d'ouvrir un bureau? C'était J'ai parlé de plan de carrière, mais est-ce que c'est un rêve? Ou... C'était pas un rêve. Si on monte il y a quelques années, j'avais pas le plan de partir seul. C'était pas du tout mon plan. C'est juste que les choses m'ont amené à me dissocier de mon ancienne équipe. Et maintenant, j'ouvre un bureau par moi-même. Jérôme, on va parler du domaine judiciaire. Allons-y. Comment ça se passe actuellement? Est-ce que
Est-ce que le palais de justice fonctionne? Est-ce que la justice fonctionne? Comment ça se passe? On peut commencer par parler de l'accès au palais de justice. Au niveau de l'accès, habituellement, les citoyens ont accès au palais de justice pour aller voir les causes en matière civile, les causes en matière criminelle, c'est public. Les gens n'ont pas accès aux dossiers qui sont à huis clos, donc les dossiers en droit familial, les dossiers en protection de la jeunesse, ça c'est privé, les gens n'ont pas accès à ça. Mais habituellement, les gens ont le droit d'aller voir les causes. Là, en ce moment, depuis la pandémie, depuis le 23 mars, les citoyens n'ont plus accès au palais de justice. On ne peut pas rentrer. On ne peut pas aller voir les causes. Il n'y a pas de cause, mais concrètement, les gens ne peuvent même pas rentrer pour aller faire quoi que ce soit, sauf une petite exception, je vais y revenir. Moi, comme avocat, je n'y ai pas accès non plus, sauf si j'avais une cause, mais jusqu'à maintenant, tout procède par téléphone ou par visioconférence. Ça fait que les avocats, on n'a même pas accès. Moi, le 24 mars, donc le lendemain où tout a été fermé par le gouvernement, je me suis présenté au palais de justice parce qu'on a une bibliothèque de droit avec des livres de droit et de la jurisprudence dans tous les palais de justice pour les avocats et je n'ai même pas été en mesure de m'y rendre. Les constables spéciaux m'ont dit qu'il y avait des directives de ne plus laisser rentrer les avocats, donc je n'ai même pas eu accès moi-même. Habituellement, au greffe, quand on a des procédures en matière civile, il faut qu'on aille au greffe, on paye un timbre. C'est un frais que le ministère de la Justice charge pour avoir le droit d'entamer une procédure judiciaire. Et on ne peut même plus aller au greffe pour timbrer les procédures. Il faut leur renvoyer par la poste avec une autorisation de paiement par carte de crédit. Ils vont nous le retourner par la poste. Je peux continuer là-dessus. Habituellement, on va porter la procédure à un huissier. Et là, on essaie d'éviter les contacts comme le gouvernement le demande, ce qui fait en sorte qu'au lieu d'aller porter les procédures aux huissiers, on les scanne et on leur envoie par courriel. Et eux, les huissiers, ont été autorisés par le gouvernement et la Chambre des huissiers à signifier les procédures par courriel, ce qui n'existait pas avant, à ma connaissance. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne au niveau de l'accès au palais de justice. C'est très restreint. Les seules personnes qui, à ce que je sais, ont le droit de rentrer et que les constables vont permettre l'entrée, ça va être les gens qui ont des amendes à payer. Les gens vont rentrer, les constables vont leur dire « Vous êtes mieux de retourner chez vous et de payer par Internet ». Et si les gens n'ont pas accès à Internet, les constables vont permettre aux gens de rentrer pour aller au comptoir pour payer leur amende, mais tout de suite, on les escorte vers la sortie, ils ne restent pas là longtemps. Donc, c'est les seuls cas, à ma connaissance, où les gens peuvent rentrer dans le palais de justice, sauf s'il y a des causes qui sont plus urgentes, mais à ma connaissance, il n'y en a pas eu encore qui se sont faites physiquement sur les lieux. Et les causes les plus urgentes se font par vidéoconférence? On a de la conférence téléphonique, on a de la visioconférence également, mais la visioconférence, c'est compliqué. Mais ça s'en vient. Ce qui m'amène à parler du droit civil. Le droit civil, c'est surtout quand on va réclamer de l'argent à des gens, les questions de droit de passage, les questions presque de bornage en matière de prescription. Presque tout ce qui est en deux individus dans la société, ça va passer par le droit civil. Au niveau du droit civil, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'après le 23 mars, on a reçu un avis de la Cour supérieure à chaque semaine pour nous tenir au courant. Tous les dossiers, les procès qui étaient fixés à certaines dates, du 23 mars jusqu'au 10 avril, ont été annulés. On avait un avis en disant tout ce qui est urgent, vous allez nous envoyer au juge coordonnateur un courriel avec une copie de la procédure en expliquant pourquoi c'est urgent. Et après ça, un juge communiquera avec vous pour voir est-ce que c'est urgent et si oui, comment est-ce qu'on va procéder. Conférence téléphonique ou visioconférence, c'était au juge de décider. Donc, de semaine en semaine, tout a été reporté et reporté et reporté. On pouvait juste traiter les urgences jusqu'au 1er mai dernier où, à ce moment-là, on a reçu un avis de la Cour supérieure qui nous disait, bon, on peut traiter les urgences. Et pour les autres causes, si vous pensez que sans que ce soit nécessairement une grande urgence, on pourrait les traiter quand même. Vous allez nous envoyer copie des procédures et un juge communiquera avec vous et on verra comment ce sera géré. Ça, c'était au 1er mai. Et là, ce que j'ai appris en début de semaine, c'est que la Cour supérieure est en train de mettre en place une salle de cours virtuelle. Donc ça, c'est nouveau, je l'ai appris cette semaine. Le 15 mai prochain, les avocats, on va se réunir dans cette salle virtuelle-là, ceux qui veulent faire le test, pour voir comment ça fonctionne. Donc, un avocat pourrait être dans son bureau avec une caméra et des écouteurs et être en mesure de parler directement à la cour et voir tous les autres avocats.
ou ça pourrait se faire par téléphone cellulaire ou par tablette. Mais là, toutes les informations ne sont pas encore sorties, je ne les ai pas encore, mais ça s'enligne vers ça, sur une espèce de salle de cours virtuelle où tout le monde serait présent, mais sans être présent. Donc ça, c'est le nouveau développement de la semaine. Donc, en droit civil, sauf les urgences, il n'y a rien qui procède, mais ça ne procède même pas au palais de justice. Donc, ça, c'est en droit civil. On va s'arrêter quelques instants. Oui. Moi, j'aimerais ça savoir, Jérôme, d'abord, on parle beaucoup de virtuel, puis de vidéoconférence, puis de... Moi, j'aimerais ça savoir exactement ce qui se passe quand on a des causes. Si on parle de causes jugées importantes, c'est quoi une cause importante? C'est quoi une cause importante puis moins importante? Moi, j'aimerais ça qu'on puisse en jaser. Puis voir comment tu vois l'avenir par rapport à la justice. Est-ce que ça va changer? Parce qu'on dit que ce ne sera jamais plus pareil dans beaucoup de secteurs d'activité. J'aimerais ça savoir, avoir ton opinion là-dessus. Donc, on revient avec notre invité dans quelques instants. Maître Jérôme Théberge, avocat à Montmagny. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller, simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on revient avec notre invité, Maître Jérôme Théberge, avocat à Montmagny, depuis longtemps, mais avec son nouveau bureau sur l'avenue Saint-Madois. Jérôme, avant la pause, tu parlais beaucoup de causes importantes ou moins importantes. Qu'est-ce qu'on considère comme une cause importante ou une cause moins importante? C'est quoi la différence entre les deux? Toutes les causes sont importantes. J'ai dit des urgences ou des moins urgences, pas pareil. OK, c'est beau. Mais au niveau des urgences, si je prends l'exemple en matière de droit criminel, à l'heure actuelle, la manière dont ça fonctionne, c'est que toutes les causes, tous les procès ont été annulés. Toutes les causes sont reportées, les comparutions, les orientations. Ça a été reporté en juillet, en août, pour prise de position rendue là. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui procède, sauf ce qui est urgent. Et ce qui est urgent, ça va être les détenus. Donc, si une personne est arrêtée par la police et que la police décide de ne pas le laisser aller, et que le procureur de la Couronne qui étudie le dossier décide lui également de ne pas le laisser sortir et de le garder détenu, là, on peut faire comme avocat une requête pour remise en liberté. À ce moment-là, on peut procéder, mais ça va fonctionner par conférence téléphonique. Donc, le détenu reste à l'établissement où il est détenu et on va avoir un juge, on va le procureur de la Couronne et l'avocat dans son bureau, ce qui fait en sorte que tout procède par conférence téléphonique. L'autre possibilité au niveau des détenus, si par exemple un détenu voulait plaider coupable aujourd'hui et sa sentence serait de 2 semaines ou d'1 mois d'emprisonnement, on ne peut pas reporter au mois d'août parce qu'il ferait plus en bout de ligne. Donc là, les juges vont autoriser qu'on procède immédiatement à un plaidoyer de culpabilité. On va fixer une date et une heure et il va y avoir une cause fixée par conférence téléphonique juste pour nous à ce moment-là. OK. Donc, c'est un peu les urgences, c'est surtout en matière de droit criminel, les détenus. C'est vraiment au niveau du détenu, oui, s'il est incarcéré ou non. Exact. OK. On parle beaucoup de changements, on parle beaucoup de virtuel, on parle beaucoup de vidéoconférences, appels téléphoniques, conférences téléphoniques. Est-ce que tu crois qu'avec ce qui nous arrive actuellement, ça nous permet de développer de nouveaux procédés, de nouvelles façons de faire qui pourraient libérer, parce qu'on sait que les palais de justice sont remplis à craquer, on parle beaucoup d'arrêt Jordan. Est-ce que tu penses que cette nouvelle façon de faire pourrait désengorger un peu les palais de justice et qu'on pourrait utiliser plus souvent cette façon de faire qui va être plus rapide? C'est sûr qu'au niveau de la justice, j'ai pas l'impression qu'on est un domaine qu'on utilisait énormément la technologie à l'avant-garde. C'est un domaine qui est très conservateur à la base. Mais je pense qu'après cette pandémie-là, avec toutes les démarches qui sont faites depuis 2 mois, qui vont continuer à évoluer au cours des prochains mois, on va peut-être faire un bond de 10 ans dans le temps. On va peut-être être rendu au mois de décembre, là où on aurait été dans 10 ans, n'eût été de cette pandémie-là. On avait déjà l'utilisation des visioconférences, mais au palais de justice. Que l'avocat reste dans son bureau avec une caméra et puisse plaider comme ça s'enligne potentiellement pour faire, ou à tout le moins, les gens vont faire le test, on était à des années-lumière de là.
Donc, je pense que la justice va faire un bond. Est-ce que désormais, on va être en mesure d'envoyer au greffe nos procédures par courriel pour être timbrées? Possible que ça va fonctionner. Est-ce que les huissiers, on va leur retirer le droit après la pandémie de pouvoir signifier par courriel? Ça me surprendrait, sauf s'il y a vraiment des catastrophes. Je pense que ça semble fonctionner à l'heure actuelle. Donc, probablement qu'au niveau des huissiers, ils vont garder ce droit. Je sais que les notaires ont désormais le droit de faire des signatures virtuelles. Est-ce qu'on va leur enlever ce droit-là? Je pense pas, sauf si quelque chose a mal été. Donc, quel est l'avenir? Je pense que la technologie va avoir évolué beaucoup, beaucoup plus que ça à quoi on pouvait s'attendre. Est-ce qu'on va tout transférer en salle virtuelle? Probablement pas, mais si on a une cause à Montmagny avec un avocat qui est à Sept-Îles, peut-être qu'il sera autorisé à faire la cause. Ce sera maintenant possible. Je pense que désormais, il va y avoir plus de passe-droit et d'autorisation de rester dans le bureau quand on est à une certaine distance. Je pense que là-dessus, ça va beaucoup aider. Donc, oui, je pense que la technologie va vraiment servir beaucoup dans les prochaines années. Est-ce que tu vois ça positivement, l'arrivée des technologies, ces nouvelles technologies? Au niveau des technologies, je suis peut-être un peu plus conservateur. Alors, j'aime bien être sur place, voir les gens. On parle souvent de le langage non-verbal, voir comment le témoin réagit, voir comment il va répondre. J'aime être face au témoin, interroger, contre-interroger, mais il va falloir s'adapter. On n'aura pas le choix. Est-ce que ça va être ma chose préférée? Probablement pas, mais on n'aura pas le choix de s'adapter. Est-ce que ça va être plus facile? Ou plus difficile de le faire, justement, en ne voyant pas les gestes verbaux, non-verbaux? Est-ce que ça va être plus... Moi, je pense que ça va être plus difficile. Parce que le langage non-verbal, qu'on est devant un témoin pour voir comment il réagit, ce ne sera pas la même chose que de le voir devant une caméra. C'est ce que je pense. Très intéressant comme entrevue. Merci, Michel. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça m'a fait plaisir. L'adresse, c'est l'avenue Saint-Magloire? 20 avenue Saint-Magloire. Numéro de téléphone, 88-248-7474. Et la spécialisation? On fait de tout au bureau. Alors. Merci beaucoup, Jérôme Théberge. Maître Jérôme Théberge. Ça fait plaisir. Faut s'habituer, Monsieur Montminy. On se connaît quand même très bien, mais c'est Maître Jérôme Théberge. Merci de nous avoir reçus. Et ça complète, ça vous aiguille un peu sur le système judiciaire actuel avec cette pandémie. Donc, ça complète. On s'arrête. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, les grands titres de l'actualité avec José Soucy. Bon lundi, mon ami. Bon lundi. C'était quand même très chaud ce week-end. Oui. Tranquille? Oui, quand même. C'est tranquille. Bon. En forme? Oui, super. Yeah. Absolument. OK. C'est pas une nouvelle carrette, hein? Oui. Un pourcentage de guérison très encourageant dans la région. 77,5 %, c'est quand même bon pourcentage là, versus les cas. 77 % de guérison, quasiment 78 %. On va le prendre. Oui, parce qu'on est rendu à 427 cas confirmés de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches, mais
comme je l'ai dit dans les semaines précédentes, depuis qu'on a les résultats des cas guéris, je suis en mesure de faire la moyenne. Et ici, c'est, tu l'as dit, 77,5 77,5 de gens qui sont guéris de la COVID-19 dans la région. Donc, c'est très encourageant. Je pense qu'on s'en va vers le mieux, comme on dit. Donc, on va souhaiter que ça continue sur cette lancée. Comme dirait l'expression, le meilleur est à venir. Exact. 70,11 des écoliers de la commission scolaire de la Côte-du-Sud qui retournent en classe ce matin. Oui, nous sommes dans les pourcentages ce matin, Michel. Effectivement, et la moyenne québécoise est de 60 %, donc c'est plus élevé pour la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Donc, c'est ce matin, tu comprends, Michel, que ça va être tout un casse-tête de logistique, notamment en lien avec les autobus, parce que faut que tu aies 2 mètres de distance, une personne par banc. Donc, au lieu d'avoir 72 personnes dans l'autobus, tu en as juste 12. Et 60 de moins, ça, c'est exact, bon, mais remarque que les gens du secondaire ne sont pas retournés à l'école. Je veux dire, c'est juste bon pour les enfants du primaire, ce qu'on nomme communément les écoliers. Donc, c'est un casse-tête qui est quand même digne de mention. Mais en même temps, on va en savoir un peu plus aujourd'hui comment ça a été. D'ailleurs, moi, je veux le savoir parce que mon garçon est retourné à l'école à Berthier-sur-Mer. Donc, ce midi, je veux savoir comment ça s'est déroulé. Mais c'est 30 % des élèves qui ne reviennent pas à l'école parce que tu sais que le premier ministre Legault avait dit que c'était le choix des parents d'envoyer leurs enfants à l'école ou pas, en raison, bien entendu, de la pandémie de la COVID-19. Est-ce que ça y tentait, David, de retourner à l'école? Non, vraiment pas. Je sais pas, hein, la majorité des élèves, s'ils avaient hâte de retourner à l'école, ce que je comprends, écoute, c'est ton version. Michel, il venait de sortir de la semaine de relâche. C'était sa première semaine d'école. On a sorti les jeunes de l'école. Donc, depuis, ça fait un mois et demi qu'il est plus à l'école. C'est pratiquement un été. C'est pratiquement d'autres vacances d'été qu'il y a eu, là. Sauf que c'était pas l'été, bien entendu. Donc, retourner à l'école, reprendre sa routine, c'est sûr que ça ne lui tentait pas beaucoup, mais en même temps, il faut que la vie continue. OK. Est-ce que vous aviez reçu des consignes, José, de la part de l'école? Il fallait s'inscrire. On avait reçu des inscriptions en ligne, ce qui a été rempli de mon côté. Puis non, à l'heure actuelle, non. Je pense que je vais en savoir plus ce matin, à savoir s'il lui faut un masque ou pas de masque, parce qu'il n'y a pas de masque, il ne peut pas parler, j'en sais pas trop. Là. Ce midi, je vais être en mesure de vous en dire davantage demain matin. OK. Ce serait le fun que je fasse peut-être un résumé. Là, comprendre ce qui se passe un peu. Là. Va à l'école à Berthier. Exact. OK. Internet et cellulaire 2021, Bernard Généreux demande des résultats au gouvernement. Ça avance pas vite, ce dossier-là. Hein? Non, puis ce serait peut-être temps que ça se règle, parce que ça fait longtemps qu'on en parle dans le comté. Je pense que toutes les élections depuis 2006 se sont faites sur le dos d'Internet à haute vitesse ou de desservir les gens des régions avec Internet haute vitesse. Et là, tu comprends qu'avec la pandémie de la COVID-19, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire du télétravail, de sorte qu'ils ont besoin d'Internet haute vitesse, justement, pour accélérer le processus et leur travail. Donc, on souhaite du côté des conservateurs, notamment Bernard Généreux, que le gouvernement libéral exécute cette volonté-là de la population d'ici 2021. Merci. Demain, on recevra Mme Martine Boulet, qui est présidente de la Fabrique Saint-Thomas. On va parler de ce qui se passe avec la fabrique, que les églises sont fermées depuis 2 mois. Donc, soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Du soleil aujourd'hui, mais froid. Bonne journée. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 2480937 JRM pour du travail bien fait. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.